L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'expert sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Je suis Sébastien Prévost, responsable grand compte logement collectif chez Saint-Gobain Solutions France, une entité transverse à l'intégralité des marques du groupe Saint-Gobain en France. Et mon travail est d'accompagner les promoteurs et les bailleurs sociaux dans l'acte de mieux construire tout en remplaçant l'humain au centre des configurations et en abordant aussi la question du développement durable. Voilà, donc pas mal de choses, pas mal de thématiques à travailler dedans. L'adaptabilité fait partie des problématiques que je travaille en particulier avec certains promoteurs et bon nombre de bailleurs sociaux. Voilà. L'idée étant derrière que l'adaptabilité puisse se traduire à différents niveaux, que ce soit au niveau d'une pièce, que ce soit au niveau d'un logement, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier. Aujourd'hui, on a différents niveaux de réflexion avec les maîtrises d'ouvrage, de manière à pouvoir identifier au mieux leurs besoins et trouver là ou les bonnes réponses en fonction de leurs problématiques données, que l'on soit sur un bâtiment neuf ou sur un bâtiment existant. Puisque chacun des modes générer en fait une réponse adaptée et voilà, nous permettra de creuser un peu le sujet différemment. Et du coup, par rapport à votre introduction, donc je remettrai deux questions. C'est dans ce contact, dans cet échange avec des bailleurs sociaux et des maîtres d'ouvrage privés qui ont, on va dire, des conduites de projets avec des intentions, on va dire, différentes. Quelles sont les différences et quels sont les éléments qui sont facilitateurs effectivement pour répondre à ce que vous avez identifié. Et puis le deuxième niveau, effectivement, c'est quels sont les points sur lesquels vous analysez les critères que vous catégorisez autour de l'adaptabilité. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse, en fait, en fonction du client avec qui on va discuter. Si on travaille avec un promoteur, le promoteur aujourd'hui vend de la surface et vend un usage. Ce qui est un petit peu différent d'un bailleur social qui lui va vendre en fait va proposer à la location un usage et va l'entretenir au cours du temps, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment existant. Donc il y a une petite dissociation à faire entre les deux, même s'ils se rejoignent sur pas mal de thématiques. Ce qu'on a constaté nous côté Saint-Gobain, c'est une grosse évolution des modes de vie ces dernières années qui font que la question des conforts se pose de plus en plus. Et au milieu de ces conforts, alors on retrouve la thermique, on retrouve l'acoustique, on retrouve la lumière, mais l'adaptabilité et l'évolutivité du logement et du bâtiment font partie maintenant des préoccupations de nos clients. On a quelques clients, par exemple promoteurs privés, qui aujourd'hui vendent des produits en disant que voilà, ils ont un T4 mais avec 2 portes palières. Donc potentiellement rajouter une cloison entre les deux pour faire un T3 plus un T1. Ça fait partie d'une adaptabilité si jamais en fait le T4 étant plutôt adapté à une famille, le T3 à un couple, voire un couple plus un enfant, et le T1 à côté plutôt pour un studio si jamais l'un des enfants vient à prendre un peu plus d'indépendance. Donc il y a ce type d'évolution qui est déjà en train de se faire sur le marché et que l'on constate chez certains promoteurs. Et de l'autre côté, chez les bailleurs sociaux, on a un phénomène un petit peu différent. Donc on a dans les grands axes, on a le premier qui est vraiment le maintien à domicile pour les seniors, où là les bailleurs sociaux, historiquement la mission des HLM c'était de servir de tremplin pour la vie active, pour des catégories socio-professionnelles un peu en difficulté. Et ils se sont aperçus en fait que certaines catégories socio-professionnelles restaient toute leur vie en HLM. Et donc il fallait pouvoir les accompagner du début jusqu'à un âge avancé, voire des fois jusqu'à la maison de retraite, voire la maison médicalisée dans certains cas. Et donc il allait falloir adapter le logement au locataire tout au long de sa vie,
D'où une adaptabilité en fonction des besoins et en fonction du mode de vie et de la famille qui est associée. Donc on a pas mal de bailleurs sociaux qui nous disent aujourd'hui, bon, on est un petit peu embêté sur notre patrimoine, quand on a deux T2 côte à côte, c'est séparé par un voile béton, ça fait toujours deux T2. Alors que là, nous, on aimerait bien en faire un T4, parce qu'on a des familles qui se recomposent, on a des enfants qui grandissent, des enfants qui partent, d'autres qui arrivent, et on a un habitat qui est figé, et on est obligé de déplacer régulièrement les locataires pour continuer de s'adapter en fait à leur mode de vie. Alors certains demandent à rester dans le même quartier parce qu'ils y ont grandi, ils y ont vécu, ils ont des services de proximité qui sont indissociables en fait de leur vie pour certains. Et donc toute cette réflexion les amène à se dire, voilà, comment est-ce que je fais évoluer aujourd'hui un logement ou un bâtiment pour rester dans tout cet ensemble de contraintes et rester avec l'humain au centre. Et du coup, il y a deux enjeux derrière. Donc il y a un enjeu technique, la transformabilité, mais aussi il y a un enjeu de gestion. Comment ces problèmes-là seront abordés? Alors, il y a plusieurs pistes aujourd'hui qui sont à l'étude. Si on parle de transformabilité aujourd'hui, une des réponses, ça va être la construction légère. C'est-à-dire que on va se mettre sur un mode constructif, plutôt sur du poteau-poutre ou du poteau-dalle ou quelques refonds porteurs, de manière à avoir en fait des grands ensembles de surface qu'on pourrait aménager un petit peu différemment et qu'on pourrait séparer avec de la construction légère, typiquement des cloisons avec des bacs en acier pour faire de l'anti-effraction. Ce qui permet en fait de pouvoir déplacer les murs si jamais on en a besoin. Donc en termes de transformabilité, ça c'est la première réponse qu'on a aujourd'hui. Après, pour l'autre pratique qui était la gestion. La gestion, pour la partie gestion, là on va être plutôt... gestion et assurance, quoi. Ouais, gestion et assurance. Alors, là, en fait, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. On peut l'avoir au niveau de la maîtrise d'œuvre qui de toute façon va réfléchir pour trouver les bonnes solutions et qui elle va être couverte par ces différentes assurances de maîtrise d'œuvre. Et puis après, côté industrie, on réfléchit à avoir des solutions qui soient assurées et qui garantissent un certain niveau de performance dans le temps pour nos clients maîtres d'œuvre, entreprises de pose et maîtres d'ouvrage. Mettre aujourd'hui une solution sur le marché qui n'aurait par exemple pas d'avis technique, ce serait compliqué. On peut le faire quand on est dans des phases de test ou dans des phases de développement, puisqu'on a des assurances spécifiques côté industrie pour les techniques non traditionnelles qui nous permettent d'aller à l'avis technique expérimental, puis après à l'avis technique. Mais ce n'est pas scalable en fait sur un marché très large. Il faut vraiment passer par des étapes de consolidation du système et d'assurabilité. Et donc là, on discute avec évidemment la commission chargée de la formulation des avis techniques, la CCFAT, on discute évidemment avec des assureurs, on discute avec des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, de manière à ce que tout soit abordé d'un point de vue purement technique et que les ouvrages qui soient réalisés derrière correspondent et tiennent dans le temps. Donc ça veut dire qu'en amont, tous les scénarios seront écrits pour être assurés. En amont, en fait, quand on réfléchit au développement d'un système, aujourd'hui, on ne le réfléchit pas juste sous un angle, par exemple, purement thermique ou purement acoustique. On va réfléchir à un angle qui va prendre en compte à la fois la thermique, l'acoustique, la sécurité incendie, la mécanique, la démontabilité, la recyclabilité du système, son transport, est-ce qu'on peut le bouger? Voilà, on va réfléchir en fait à tout ça sur l'intégralité du cycle de vie, de manière à ce que on ait une approche qui soit globale et qui soit vraiment centrée sur le besoin. Mais avec vos collègues de l'OPPBTP là, donc, qui sont avec nous à Innovation, donc il y a cette réflexion sur, on va dire, les nouveaux matériaux, les matériaux biosourcés. Mais en même temps, je disais à Madame Carigiano Forestier l'autre jour, en tant qu'ergonome, la notion de sécurité m'intéresse fortement, puisque pour moi, c'est des modes opératoires qui vont être différents. Oui. Quand je suis sur un chantier neuf, donc j'ai peut-être à ma disposition les élévateurs, enfin les équipements techniques nécessaires pour faire des travaux, on va dire, dits pénibles. Demain, le bâtiment, il est fini. Je ne transforme que certains logements. Et je vais devoir, comme vous dites, démonter des cloisons ou des choses. Comment on va anticiper la prévention des risques là? C'est un sujet qui est compliqué et qu'on réfléchit quand on développe un système. Évidemment, parce que la sécurité, en fait, on va la penser au niveau du chantier, puis après, on va la penser au niveau de l'exploitation du bâtiment. Et après, sur sa démontabilité. Les techniques qu'on avait il y a une vingtaine d'années ne correspondent plus tout à fait aux techniques qu'on a aujourd'hui.
On travaille beaucoup, nous aussi, sur de nouvelles technologies qui aident à la pose, qui aident à la mise en œuvre. Et on intègre forcément cette partie d'éco-conception au sein de nos systèmes, de manière à anticiper les problèmes pour quand ils vont arriver. Aujourd'hui, on ne met pas juste un système sur le marché en se disant, bah, tiens, on a monté un système, ça répond à un besoin, mais ça ne répond pas au reste. Ce qui va se passer dans 10 ans, ce n'est pas notre problème. Non, aujourd'hui, le système il est pensé pour que dans 10 ans, en fait, on puisse le démonter, le recycler, ou en faire autre chose, en fait. Voilà, c'est vraiment une approche qui est devenue globale au sein de notre réflexion chez Saint-Gobain. Et du coup, vous, en tant que concepteur et équipementier, aujourd'hui, comment vous arrivez à partager cette recherche, cet engagement avec les équipes de maîtrise d'œuvre, qui sont les architectes et les ingénieurs, qui sont parfois les co-traitants, on va dire, sur le terrain, parce qu'on sait que c'est quand même des gens qui ont des égos un peu surdimensionnés pour les architectes, qui ne veulent pas qu'on touche à leur attribut de création, et deux, les ingénieurs qui ont envie de faire tourner leur boutique. Tout à fait. Alors on le fait à plusieurs niveaux, en fonction de là où on en est en fait dans le développement d'un système et de sa mise sur le marché. Si on prend le cas le plus courant, aujourd'hui, si on parle d'un système qui est déjà vendu, déjà commercialisé, on a des équipes de prescription au sein des marques de Saint-Gobain qui travaillent avec les maîtres d'œuvre, peu importe que ce soit un acousticien, un thermicien, un architecte, un BE façade, on leur parle à tous. L'idée étant d'aller les voir et de leur dire, voilà, vous connaissez certaines choses, mais regardez, on a sorti de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, de nouveaux systèmes. On vient vous en parler, on vient vous expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, on est aussi à votre disposition pour les cas un petit peu compliqués, parce que c'est aussi à ça que servent les prescripteurs. Si jamais vous avez des questions pointues, très techniques, on a le premier niveau, c'est le prescripteur ou l'équipe Saint-Gobain Solutions France qui accompagne le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre en disant voilà, l'appui technique il est là. Ensuite, on va avoir d'autres appuis. On a une assistance technique pour chacune des marques qui va accompagner les entreprises de pose, plutôt pour la partie mise en œuvre. Et quand on est sur des cas qui sont beaucoup plus compliqués, alors là, on va aller faire appel aux équipes internes, donc soit aux équipes marketing, donc au sein de chaque marque, vous avez des équipes de développement produit. Vous avez après les centres de recherche et de développement marque par marque, et puis après, vous avez les centres de recherche transverses Saint-Gobain. Et en fonction de la problématique qui est rencontrée, on va aller piocher les compétences aux bons endroits pour du développement d'avis feu, par exemple en façade. On a eu beaucoup de développement sur la construction bois ces derniers temps, où on a fait appel à différents experts feu au sein du groupe. On peut très bien aller chercher des experts sur la partie confort. Par exemple, chez Saint-Gobain, on a des sociologues au centre de recherche de R&D. On en a 8, hein, donc c'est toujours bon à savoir parce qu'ils nous permettent d'avoir un regard un peu différent sur ce qui va se passer, soit au cours du chantier, soit sur l'acte de construire. Enfin, voilà, et en fait, on n'hésite pas à les solliciter et à les mettre dans la boucle en fonction de la problématique qui est abordée. Donc la réponse, elle est polymorphe en fonction de l'endroit où ça bloque et de ce qu'il faut développer derrière. Ça peut être juste une réponse de base avec un prescripteur, ou ça peut être le prescripteur, un grand compte transverse, une équipe de R&D d'une marque, une équipe de R&D transverse, ou un marketing international qui a l'expérience d'un autre pays. Et du coup, cette compétence, au sein donc des projets, comment ils vous apportent des éléments d'aide à la décision et comment sont-ils aussi associés à, on va dire, la démarche innovation que vous conduisez en permanence? Tout à fait. Alors l'innovation, c'est un sujet très fort chez nous, puisque à peu près un produit sur 5, 1 sur 4 même, n'existait pas il y a 5 ans. Donc c'est quand même relativement important chez nous, et on écoute énormément ce qui se passe sur le terrain. C'est l'innovation, vous pouvez avoir soit de l'innovation incrémentale sur les produits et systèmes, et là c'est des innovations qui sont faites par la R&D, qui sont faites par les développements produits, ou alors ça peut être des innovations de rupture qui sont portées par le terrain. Et là après l'investissement, la construction de l'équipe qui va travailler dessus dépend du besoin. On peut très bien aller chercher des data scientists, comme on peut aller chercher des sociologues, comme on peut aller chercher des experts feu, ou des acousticiens qu'on peut avoir en interne. Donc la composition de l'équipe se fait en fonction de la problématique qui est abordée, et on va piquer les compétences un petit peu partout. Si demain on se dit qu'on a besoin par exemple de travailler sur des cloisons, on ira chercher un expert chez Placo, un chez Isover, un chez Isonat,
un chez Adforce pour les revêtements muraux, potentiellement un dans le carrelage, parce que peut-être que pour les salles de bain, on va avoir besoin du carrelage et de s'appuyer dessus. Peut-être un expert aussi sur l'évacuation des chutes d'eau, parce qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être un chez Weber, parce qu'il y a de l'étanchéité à traiter. Donc, toc, 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 on va faire une collection et on va animer tout ça. Et du coup, alors, c'est pas une question piège, hein, mais c'est mon cœur de métier, où aujourd'hui, en tant qu'ergonome, on va dire, on vient me chercher dans ma capacité d'écrire des diagrammes fonctionnels, des diagrammes d'usage, donc sur l'analyse comportementale. Les sociologues viennent me chercher parce que j'ai un regard différent, hein, où ils ont une approche de groupe, et moi j'ai l'approche, on va dire, séquence d'utilisation, hein, d'où l'intérêt de ce projet. Comment vous, effectivement, au-delà du produit, au même titre que les architectes travaillent sur un objet, qui est le bâti, au-delà du produit, vraiment, vous prenez en compte la notion d'usage? En fait, la question d'usage aujourd'hui chez Saint-Gobain se traduit via ce qu'on appelle nous les conforts, donc le système multiconfort. On va regarder la partie thermique, on va regarder la partie acoustique, la partie feu, la partie accessibilité, la partie sécurité, la mécanique. Enfin, il y a tout un tas de... La partie évidemment développement durable, hein, c'est au cœur des préoccupations. Et en fait, on va travailler à la fois sur la partie usage, mais par l'usager final, sur comment il va percevoir en fait, enfin, quelle fonctionnalité il faut qu'on lui apporte. On va travailler l'usage de l'entreprise qui va poser, l'usage de l'entreprise qui doit livrer, l'usage de l'entreprise qui doit transporter. Enfin voilà, on va travailler en fait tous ces usages. Et ce qu'on essaie de faire le plus souvent, c'est de partir d'un besoin et de le cerner sur différents angles. Est-ce que vous allez jusqu'à faire participer, on va dire, des futurs utilisateurs avec une catégorisation? C'est arrivé. C'est déjà arrivé. En fonction du système sur lequel on travaille, on peut avoir l'implication uniquement de la maîtrise d'ouvrage, typiquement un bailleur social, tout comme on peut aller sur des sondages auprès d'usagers locataires. C'est déjà arrivé par le passé. Et qu'est-ce qui marche dans ces cas-là? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont les méthodes à préconiser? Ça dépend vraiment des projets. Après, je ne les connais pas toutes. J'aurais du mal à vous dire lesquelles fonctionnent bien, lesquelles fonctionnent moins bien. Je sais juste qu'en fait, on s'appuie, nous, sur nos équipes d'experts, après en interne, pour définir l'approche et la procédure. Souvent, c'est par échange et par itération, où on en discute, on se fait des propositions, ça revient, ça va, ça vient, on ramène d'autres experts, et puis ça échange comme ça. Encore une fois, la question n'est pas innocente, si vous voulez. C'est que nous, on se rend compte, alors, dans le monde industriel, hein, quand on est sollicité, c'est que quand on a l'avis de l'encadrement ou de l'expert, c'est un avis d'expert et d'encadrant. Tout à fait. Ce n'est pas l'avis de l'opérateur qui est sur la chaîne de montage. Et il me semble qu'on pourrait faire le parallèle sur l'habitat, puisque l'avis de l'expert, sa perception du confort, si je prends par exemple le thermique, la norme dit que 19 degrés... 19 degrés, c'est bien. C'est ce qu'il faut qu'on ait en température de consigne. Voilà. Tout à fait. Et quand vous allez faire l'évaluation sur le terrain, vous apercevez qu'on est souvent à 22, 23 parce que, au regard de l'activité et de la manière dont la personne évolue dans son espace, 19 c'est un peu bas. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'en fait on travaille beaucoup à partir de l'usager final, celui qui va vraiment être au sein du bâtiment, peu importe que ce soit un logement ou que ce soit des bureaux. Ce que vous dites, on l'a constaté nous aussi, à plusieurs niveaux. Si on prend par exemple le confort thermique, en fonction de si le bâtiment est bien isolé ou mal isolé, on sait qu'il y a des gradients de température entre les zones chaudes et les zones froides. On peut aller jusqu'à 2 ou 3 degrés d'écart en fait, entre deux pièces qui sont mitoyennes, ce qui est assez considérable. Et avec une chaleur qui est concentrée au point du point chaud, auprès d'un émetteur de chauffage. Ce qui peut être un petit peu problématique, c'est qu'après on a tous les phénomènes de parois froides, donc, qui sont aussi source d'inconfort, qu'on a pu identifier. Donc on travaille aussi bien nous sur la partie thermique, où on a identifié tout cela, qu'on va travailler sur la partie lumière, avec l'accessibilité à la lumière, que ce soit au sein des logements ou même au sein des bureaux, où en fait on a fait des sondages auprès de différents publics pour définir ce qu'était un niveau de lumière acceptable en fonction de l'usage et de l'activité qu'on est en train de pratiquer. Parce qu'avoir un certain niveau de lumière quand vous êtes au bureau ou à la maison, vous avez des niveaux d'acceptabilité qui sont différents. Donc en fonction du type d'habitat dans lequel vous êtes, les critères, les curseurs sont différents, donc il faut avoir des études à chaque fois qui se positionnent. Donc à ce moment-là, on s'appuie sur des recherches qui ont été faites soit en interne, soit en externe,
la littérature est quand même relativement riche et ça nous permet de nous focaliser plus sur l'humain dans son habitat que sur le dire d'expert où 19 degrés en température de consigne en occupation, c'est bien, avec un 16 degrés en réduit. D'un point de vue énergétique, c'est le cas idéal. D'un point de vue fonctionnement de l'humain, si vous parlez à un senior qui a 85 ans, il va plutôt avoir tendance à vous dire « moi à 19 j'ai froid ». Et c'est pas vraiment envisageable, il faut plutôt 22 ou 23. Et après, chaque personne a aussi son niveau d'acceptabilité et sa propre réponse. Donc, l'aménagement, effectivement, on va dire, sur des plateaux qui permettent de glisser sur un gros habitat vers deux petits habitats. Cette période de Covid nous a montré que l'usage du logement nous entraînait vers des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Alors, le truc béaba, c'est le travail à la maison, mais nous, on a été interpellés sur les gens qui vivaient en horaire décalé, dont on n'avait jamais parlé, puis finalement, d'un coup, et qui sont nombreux. Ça devient un élément important aujourd'hui dans l'habitat collectif, parce que comme les gens sont plus à la maison, ils sont plus dérangés par ces gens qui sont en habitat en horaire décalé. Donc, un certain nombre de choses qui nous obligent à réfléchir, c'est l'objet de cette étude, l'intergénérationnel, le service à domicile, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous remonte sur le terrain, qui rentre dans les objectifs du bailleur ou du promoteur, pour aller vers cette adaptabilité donc interne du logement? Alors au niveau du Covid, pour le moment, les retours qu'on a, c'est d'abord un besoin d'accès à l'extérieur. On a énormément de logements aujourd'hui qui sont sans balcon, sans terrasse, sans rien. Et l'un des premiers retours qu'on a eu, c'est d'avoir une porte d'accès vers l'extérieur, vers le milieu extérieur, de manière à passer dans un clapier ou une cage à poules. C'est le premier retour que j'entends majoritairement chez les promoteurs, chez les bailleurs, qui pour certains maintenant l'intègrent systématiquement dans la conception de leur logement. Donc il y a certains qui ont déjà cranté et qui se sont dit voilà, nous on propose maintenant sur tous nos logements du T1 au T5, un accès vers l'extérieur, de manière à pouvoir justement, c'est un effet Covid, à pouvoir sortir physiquement et à quitter le logement. Après au niveau des usages, il y a le télétravail qui s'est implanté, il y a les enfants à la maison, il y a, comme vous dites, l'intergénérationnel, le travail en décalé. Et donc se pose tout un tas de questions qui, jusqu'à maintenant, étaient un petit peu glissées sous le tapis. L'une d'entre elles à laquelle je pense, c'est l'acoustique. Parce qu'on a beaucoup parlé d'acoustique entre logements, on a parlé d'isolement acoustique entre le milieu extérieur et le milieu intérieur du bâtiment. Et si on prend l'exemple du logement, on a très peu parlé de l'acoustique au sein même du logement et entre pièces. On n'a rien, on n'a pas de normes, on n'a pas de recommandation. La NRA n'en parle pas, donc au sein du logement, en fait, là, il y a un trou en termes d'acoustique, mais parce qu'on faisait un distinguo entre les usages, le travail c'était au bureau, donc l'acoustique au travail a été traitée dans les bâtiments de bureau, dans les bâtiments scolaires, dans les bâtiments de santé. L'acoustique a été traitée en intérieur, par contre au sein du logement, on considérait qu'entre les zones de jour et les zones de nuit, on était rarement en même temps dans les deux. Voilà. Et si conflit il y avait, c'était au sein du même foyer, donc il y avait moyen de négocier. Sauf que là, en fait, comme on peut avoir différents usages au sein du logement, se pose cette question. Et l'autre question qui se pose, c'est la qualité d'air intérieur. Comme on se passe beaucoup plus de temps à l'intérieur des logements, la question qui se pose, c'est le renouvellement d'air, ok, il est prévu pour un certain usage, une certaine occupation, et pour répondre à une certaine norme sanitaire. Mais le renouvellement d'air dans le logement n'est pas du tout identique à celui qu'on pourrait avoir par exemple dans le monde du bureau. Pas du tout, ils sont totalement différents. Donc la question du télétravail qui se pose au sein même du logement fait se poser forcément la question de la qualité d'air intérieur à un moment ou à un autre. Et ce sujet n'a pas encore été abordé non plus par les différentes réglementations. Donc on a aussi, pareil, dans la même veine, l'accès à la lumière. Les bâtiments de bureau, on voit beaucoup d'accès à la lumière naturelle. Il y a toute une réglementation qui dit, voilà, sur un plan de travail, c'est 300 lux avec un appoint pour monter à 500. Et dans le logement, si vous faites du télétravail,
comment est-ce que ça doit s'organiser? En fait, il n'y a pas de mesure des luxes au sein d'un logement, ça n'a pas été anticipé. Donc, ce sont tout un ensemble de questions qu'on se pose aujourd'hui, où on se dit, des solutions techniques, on en a, mais on va les mettre en face de quoi? Comment faut-il créer les scénarios d'usage? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui doit répondre à quel endroit, à quel moment? Et puis après, comment est-ce qu'on peut le rendre interopérable et surtout interchangeable?